Est-ce que la bulle des IA va bientôt éclater? Comme vous le savez, il y a des investissements absolument colossaux. Derrière ces IA, on parle de centaines de milliards de dollars, voire parfois même de milliers de milliards de dollars. C'est gigantesque, on ne se rend pas compte. Et évidemment, c'est difficile de ne pas faire le parallèle avec la bulle des dot-com, d'autant plus que, du moins en entreprise, les IA peinent à trouver leur place. En tout cas, pour l'instant, elles délivrent beaucoup moins que ce qui était promis. Donc la question se pose. Et il y a beaucoup de monde qui se pose cette question, et certains affirment que nous sommes dans une bulle. Bon, eh bien, je pense que c'est pas du tout le cas, en fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, c'est même l'inverse. On n'est qu'au début. Et il y a quelque chose là qui se prépare, on va parler de ce tweet de Paul Graham. Vous allez voir, de mon point de vue, c'est vraiment une étape importante de l'avenir de l'humanité qui va se jouer dans pas très longtemps. Donc voilà, je pense que vous avez déjà vu ce graphique qui montre les investissements consanguins. En fait, les boîtes investissent toutes les unes dans les autres à cause de l'IA. Donc c'est vrai que, bon, il y a d'autres données mais, sur cette histoire de bulle, mais c'est vrai que quand on voit ça, c'est assez troublant. Bon, mais il y a quand même des grosses différences avec la bulle des dot-com. Déjà, en fait, la dette qui est derrière n'est pas si élevée que ça, en fait. On s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est énorme, toutes ces sommes-là, mais la dette grossissait beaucoup plus à l'époque, avant Internet, les débuts d'Internet. Mais il y a une autre grosse différence, alors on ne le voit pas très bien, mais c'est que les revenus des IA suivent à peu près les dépenses. Et contrairement à l'époque d'Internet, où ils posaient des câbles, ça coûtait une fortune et ça rapportait rien, avant que il n'y avait pas de business model au début d'Internet, hein, faut se souvenir. Hein. Bon, là, cette fois-ci, en fait, il y a déjà un business model. Donc, ils vendent déjà des abonnements et il y a déjà des appels aux API massives qui leur font gagner des sous. Mais en plus, il y a encore une autre différence, c'est que derrière, qui investit ce sont des grosses boîtes qui ont déjà des vaches à lait. C'est Microsoft, Amazon, Meta, ils savent pas quoi faire de leur argent. Donc, de toute manière, ils allaient l'investir dans des projets. Donc, au final, il y a quand même des grosses différences par rapport à l'époque des dot-com. Et je peux vous dire, moi, en ce moment, je travaille sur un projet avec les IA. Donc, je fais du vibe coding, donc je code mon projet. Donc, j'ai toujours mon rôle de directeur technique, sauf que là, j'ai plus d'employés à ma charge. En fait, je pilote des IA. Et c'est juste dingue. C'est comme si j'avais un super développeur, même plusieurs super développeurs, et ils me font le boulot que moi j'aurais fait à l'époque. Si j'avais dû coder, j'aurais mis 3 mois, là ils le font en 3 jours, et ça me coûte 3 euros. C'est juste hallucinant. Donc il y a une utilité réelle derrière ces IA. Je les utilise aussi pour la santé. Alors c'est sûr que oui, il y a plein de défauts, ça remplit pas toutes les promesses qui ont été faites. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais bon voilà, elles sont là, elles vont rester, elles vont rendre de nombreux services. Donc partant de là, c'est quoi la suite? Est-ce que on va se contenter des IA qu'on a parce qu'elles commencent déjà à être surhumaines ou est-ce qu'au contraire, ça va tout ça prendre de l'ampleur? Eh bien, ce tweet-là, en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais on n'en est pas déjà là. Donc, je vous le lis et je vous explique. I met today with the founder of StarCloud and I realized this is going to be one of the biggest engineering projects of our era. Donc j'ai rencontré le fondateur de StarCloud et j'ai réalisé que ce serait le plus grand projet d'ingénierie de notre époque. When you look at the trade-off, it seems inevitable that all the GPUs are going to live in space. Quand vous regardez le pour et le contre, ça semble inévitable que tous les GPU, donc les processeurs qui servent à faire tourner les IA, vont aller dans l'espace. Et là, je me suis dit, mais l'espace, ça coûte une fortune pour envoyer des trucs, et puis des data centers, c'est énorme. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Eh bien, il y a une entreprise, StarCloud. C'est une start-up. Ils ont fait une démo de mini data center dans l'espace. Donc c'est ça. C'est ce satellite-là. Donc la vraie version, elle est là. Donc elle n'est pas déployée, évidemment. Là, elle est faite pour être dans la coupe d'une fusée. L'équipe, c'est eux. Bon, on les voit pas très bien, mais c'est tout ce que j'ai pu récupérer. Bref, donc ils ont envoyé ce satellite, ils l'ont déployé dans l'espace, et ça a fonctionné. C'est un satellite qui contient une carte graphique, un GPU qui sert à faire tourner des IA. Donc ils ont envoyé une IA dans l'espace, et puis ils ont communiqué avec, et ils lui ont envoyé, je crois qu'ils l'ont envoyé pour entraîner une IA. Bon, c'est juste une démo, hein, ils n'ont pas créé une nouvelle IA pour ça, mais ça a fonctionné. Donc ensuite, la grande question c'est, ok, mais à quoi ça sert? Donc il faut bien comprendre
que ces fameux data centers dont on parle, ce sont des bâtiments gigantesques qui contiennent des milliers de processeurs qui font tourner les IA. Les envoyer dans l'espace, ça résout deux problèmes principaux en fait de ces data centers. Le premier problème, c'est que en les mettant au bon endroit, à la bonne orbite en fait, on peut les alimenter en énergie solaire avec des panneaux solaires, tout bête, de manière infinie en fait. Il n'y a plus de problème d'énergie. Et l'autre gros problème, c'est que ces puces, elles chauffent beaucoup. Et dans l'espace, en fait, le problème ne se pose plus. Sur Terre, on a besoin d'infrastructures gigantesques pour, un, alimenter ces data centers. Ils parlent de construire des centrales nucléaires pour les alimenter. Et deux, on a besoin de systèmes de refroidissement, pareil, gigantesques, en fait. Et dans l'espace, ces deux problèmes-là sont éliminés. Donc le seul problème qui reste, en fait, en dehors d'être protégé des radiations, alors il y a encore des défis, et d'autre part, le seul vrai problème qui reste, c'est le coût pour envoyer tout ça en orbite, parce que, bon, ça reste quand même du matériel assez lourd. Et donc vous avez compris, la clé, elle est là en fait. C'est que Elon Musk est en train de réduire avec sa fusée énormément le coût d'accès à l'orbite, et donc ça deviendrait rentable d'envoyer carrément des data centers dans l'espace. Et là, vous pouvez vous dire, moi j'étais sceptique quand j'ai vu ça, mais en fait, si, par exemple, les constellations comme Starlink sont rentables parce que le coût d'accès à l'espace a beaucoup diminué. Et Starlink est déjà rentable, donc ça fonctionne. Donc le principe est déjà utilisé par Elon Musk. Donc évidemment que ils ont fait les calculs, ces gens-là, ils sont pas stupides. Ce sont des investisseurs, et donc évidemment qu'ils savent que le coût d'accès va tomber à je sais pas combien la tonne, et que du coup ils vont pouvoir envoyer leur data center dans l'espace, et que ça va coûter moins cher que de les faire sur Terre. Alors, quand on en est là, il reste encore plusieurs questions. D'abord, pourquoi on ferait ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces data centers gigantesques qu'on peut même plus construire sur Terre? En fait, oui. Parce qu'aujourd'hui, les IA, on a déjà besoin de data centers énormes, mais grosso modo, elles ne traitent que du texte. Alors, pas que, elles commencent à faire ce qu'on appelle du multimodal, à traiter des vidéos, des images, de l'audio. Mais si on veut faire les IA de la génération suivante qui vont traiter la vidéo, et peut-être même plus, qui vont peut-être traiter aussi, je sais pas moi, des données infrarouges ou des données de mouvement, alors là, on va avoir besoin effectivement de data centers qui n'existent pas encore à l'heure actuelle. Et ces data centers-là, dans l'espace, vont avoir tout leur intérêt. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, je pense que ça va être la prochaine étape de la colonisation du système solaire par les humains. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais en fait, aller faire des bases sur la Lune et tout ça, c'est très bien, mais s'il n'y a pas de retombée économique directe derrière, ça va pas durer longtemps tout ça. Donc oui, il peut y avoir une base spatiale pour faire de la recherche, parce que c'est financé par les États, mais c'est tout. Là, non, on parle du véritable accès à l'espace rentable. Donc, ça va être la première marche. La marche d'après, ça sera peut-être d'aller faire du minage spatial ou je ne sais quoi. Mais à partir de là, on aura déjà de quoi rentabiliser le spaceship. Parce que oui, on va pas aller sur Mars tout de suite. Y a rien là-bas, économiquement parlant, qui vaille le coup. Donc c'est quoi les projets qui valent le coup de faire dans l'espace? En fait, aujourd'hui, à part le minage spatial, mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore la technologie qu'il faut pour ça. Enfin, bref, il y a tellement de barrières. Là, on a un projet qui justifie le Starship. Donc je pense que ça va se faire dans les années 2030. Peut-être un peu avant, mais on y arrive. Alors le gros point noir, le gros souci en fait, c'est pas du tout une question financière, de faisabilité technique ou je ne sais quoi. Je pense que tout ça on va y arriver. Le gros problème, c'est le syndrome de Kessler. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, grosso modo, on a tellement de satellites autour de la Terre là maintenant, en fait que s'il y en avait un qui explosait, parce que par exemple il se prend une micrométéorite qui le fait péter, et bien en fait tous les débris feraient exploser les autres satellites, qui feraient exploser les autres satellites, et en fait ça prendrait des proportions gigantesques très rapidement, parce que c'est un phénomène exponentiel, tellement il y a de satellites là-haut. Donc ça pourrait carrément, si ça se déclenchait, ce syndrome de Kessler, nous empêcher d'accéder à l'espace, parce qu'on pourrait plus envoyer une fusée en sachant qu'il y aurait tellement de débris à traverser que ça serait plus possible, pendant très très longtemps. Donc évidemment, ils sont au courant, évidemment, ils prennent des mesures, la NASA, il y a des normes spatiales, mais il n'empêche que ce genre de projet où on va commencer à mettre en place
des infrastructures gigantesques dans l'espace, bon ben voilà, ça va poser des problématiques auxquelles on n'a jamais été confronté. Donc il y a des ingénieurs qui planchent là-dessus, je sais pas trop quoi en penser, j'avoue, mais je pense pas que ça les arrêtera. Donc pour moi, la prochaine étape de la conquête de l'espace, elle est là. Elle a commencé, et c'est StarCloud. Donc, bah, si vous avez des sous à investir, bah, peut-être que c'est le moment de vous poser la question, parce que en fait, bon, vous avez peut-être raté Amazon, vous avez peut-être raté, je sais pas moi, Facebook, vous avez peut-être raté Nvidia, bah, peut-être que la prochaine pépite, elle est là en fait, StarCloud, et c'est maintenant, c'est en ce moment. Alors, c'est pas en bourse, à ma connaissance, donc c'est réservé à des investisseurs privés, donc malheureusement, je ne sais pas si vous pouvez investir comme ça, mais c'est ce genre de truc qu'il faut peut-être surveiller. D'ailleurs, SpaceX va pas tarder à être introduit en bourse. Et du coup, ouais, il y a peut-être, ça va être la plus grosse introduction boursière de l'histoire de l'univers, hein. Mais je vous ai dit, pour moi, Elon Musk, il travaille non pas à construire une industrie, mais une civilisation. Donc, ouais, il y a vraiment le potentiel encore, à mon avis, de gains gigantesques derrière SpaceX. Voilà où on en est là. En ce moment, Elon Musk, il construit Colossus 3. Je pense que les besoins en IA ne font que commencer. En fait, c'est en train de devenir la nouvelle infrastructure. C'est comme quand on a déployé l'électricité, il y a un siècle, en fait. On est dans la même phase. L'intelligence est en train, on dit, de se commodifier. C'est comme l'électricité, vous appuyez sur un bouton, vous avez l'électricité dans la maison, vous avez les lampes qui s'allument, vous avez l'ordinateur qui fonctionne. Bon, ben voilà, ben maintenant on est en train de faire la même chose pour l'intelligence. C'est ça qui est en train de se jouer. On construit l'infrastructure de la prochaine révolution industrielle ou même peut-être civilisation. Donc, ne prenez pas ça comme des conseils d'investissement, moi, je sais pas du tout mon domaine. Et je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de correction. Il y aura peut-être OpenAI qui fait faillite et ça créera des gros remous, j'en sais rien. Mais il n'empêche que il ne semble pas que nous soyons dans une bulle de l'IA. Ils sont pas là pour disparaître, c'est tout le contraire. Voilà, donc si vous connaissez pas la chaîne, je suis Johan, ancien directeur technique. Dans le web, féru de spiritualité. Le projet, c'est réconcilier science, spiritualité, société et santé. Donc c'est pour ça que j'analyse l'impact des IA sur la société et les changements que ça va induire, comment nous adapter à tout ça. Et donc pour moi, il y a une composante spirituelle fondamentale dans tout ça. Donc voilà, si ça vous a intéressé, n'oubliez pas, commentez, likez, partagez. Si vous pensez que c'est une bulle et que vous avez des arguments, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et si vous êtes abonné, n'oubliez pas de mettre la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et sachez que c'est une chaîne où je vous propose de collaborer avec moi. Vous pouvez me proposer des sujets si ça vous intéresse, dans les thématiques de la chaîne évidemment. Si vous avez des critiques constructives à faire, ça m'intéresse aussi. Et si vous voulez proposer des débats, je suis ouvert à la question.